Avec la hausse continue des prix dans la grande distribution, les regards se tournent vers ceux qui assurent la régulation et la gestion quotidienne de ce secteur. Chef d'équipe logistique, professionnel chevronné, notre invité du jour est également le promoteur d'un centre de formation. Dès lors, comment arrive-t-il à bâtir un pont entre ses responsabilités à Paris et ses ambitions au Cameroun? La réponse est dans une poignée de secondes. Bonsoir à vous et bienvenue à votre nouveau chapitre d'interview exclusive. Bonsoir à vous, monsieur Eric. Bonsoir Gabriel, Comment vous allez? je vais bien, merci. Alors, on aimerait bien savoir. Déjà, c'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau, le plateau de Campus TV. Donc, qui est réellement Eric? Quelle est sa personnalité? Eric Thiago, c'est un chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise d'un centre de formation professionnelle. Je suis par ailleurs aussi chef d'équipe logistique à Paris, dans une entreprise dans la grande distribution. Et j'essaye de pouvoir allier ces deux pans qui ne sont pas du tout faciles. Voilà, en tant que leader, parce que si vous êtes déjà chef d'équipe logistique, ça veut dire que quelque part, vous êtes amené à être avec les autres. Quel type de leader êtes-vous? Je suis beaucoup plus un leader participatif. Moi, j'implique beaucoup plus mes équipes, je demande conseil, j'essaie de voir, de demander leurs avis sur les décisions qui sont à prendre, afin que les choses puissent avancer et qu'avec leurs avis, les choses se passent comme il se doit. Et que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie active, hein, quels sont vos trois principes? On peut dire que non, ça, on vous décrit en trois mots, vos principes que vous essayez toujours de respecter jusqu'à la vie et la mort, comme on le dit souvent. Je suis quelqu'un de rigoureux, j'aime bien la rigueur dans tout ce que je fais. C'est ce qui a valu aussi mon recrutement dans l'une des grandes entreprises à Paris, dans le secteur de l'agroalimentaire, la grande distribution. Je suis quelqu'un de très organisé et j'aime bien tout ce qui est bien fait. Quand il arrive que je revienne au Cameroun et que j'arrive dans mon entreprise, j'aimerais bien que tout soit complètement rangé, ordonné et bien rangé. Et je suis aussi quelqu'un de très conciliant. J'essaie de comprendre, de m'entourer d'une équipe de jeunes et essayer de leur comprendre, de leur motiver afin qu'on puisse apporter quelque chose de positif au développement du Cameroun. En vous entendant parler, on a l'impression que vous êtes assez rigoureux, hein, donc c'est carré chez vous. Je ne sais pas trop si ça vous attire pas des ennemis. Est-ce que les gens vous acceptent et vous aiment facilement comme ça? C'est vrai, ça attire quand même des ennemis, mais il faut savoir être conciliant. C'est-à-dire, il faut jouer la part bel bien entre la rigueur et la souplesse. Il ne faut pas forcément rien qu'être rigoureux, mais il faut aussi être souple dans ce qu'on puisse faire et essayer de comprendre les gens dans leur démarche. Donc, la rigueur ne veut pas dire forcément être, comment dirais-je, quand je dis souvent le brief à mes équipes à Paris, je leur dis, nous ne sommes pas appelés à être simplement des gendarmes auprès de vous. Voilà. Si vous savez faire votre travail, on n'a pas besoin d'être là. Nous, on est là seulement pour vous guider, vous accompagner, mais vous nous aurez si vous ne faites pas votre travail. Lorsque vous faites, on n'a pas besoin d'être là, on vous accompagne. Donc, ça veut dire que quelque part, vous savez faire la part des choses, des moments que vous pouvez vous amuser un peu, rire avec les amis, les collègues, ou bien c'est compliqué. Que ce soit en chef d'équipe ou en patron, en chef d'entreprise, je crois il faut pas forcément être très ferme. La fermeté aussi, c'est une chose, la rigueur, c'est une autre chose, mais il faut savoir détendre l'atmosphère quand on est avec les équipes. Ce n'est pas pour autant qu'on va rire ou rigoler et se laisser aller dans tout ce qui va être rigolade, mais savoir ne serait-ce que détendre lorsqu'il le faut et savoir être souple aussi au moment où il le faut. Mais quand c'est le travail, il faut vraiment que ce soit le travail. Quel a été votre parcours scolaire? Parlons un peu de votre parcours scolaire. Mon parcours scolaire, ok. Eric Thiago, c'est un long parcours quand même. Hein. Ça se voit même avec l'expression. Ok. Qui doit à l'âge de 5 ans pour aller du côté de Yaoundé. Yaoundé, je fais l'école primaire de Long jusqu'à mon CEP. Après mon CEP, je retourne chez mon oncle à Yaoundé. J'ai fait 14 ans. Je vais après au lycée de la Cité Verte. Lycée de la Cité Verte, quelques années plus tard,
je reviens sur Douala, où je fais le lycée de Dedo, en classe de 3e. Je reprends. Donc, proche de nous. Hein. Voilà, proche de nous. Après, je fais le collège Agapé, j'ai mon BEPC. Et là, je vais maintenant, je fais le concours pour entrer au lycée technique de Douala Koumassi. Après le lycée de Douala Koumassi, j'obtiens mon baccalauréat là-bas et quelques années plus tard, je m'envole pour Singapour. Singapour, je fais 6 mois de langue. Après les cours de langue, j'intègre directement l'école de Oxford Brookes University à Malaisie, dans la ville de Negeri-Seriban, l'état de Negeri-Seriban. Je fais là-bas un bachelor degree en marketing et communication. Par la suite, j'ai l'opportunité de partir maintenant en France où je fais un master en marketing du sport. Mais j'aime pas trop mettre cet accent marketing du sport. Quand je postule beaucoup plus avec marketing et communication et non marketing du sport. Qui est en vogue maintenant. Oui, mais je préfère mettre marketing et communication, c'est plus aisé pour moi. Et comment se passe la transition entre les études et le monde professionnel? Vous démarrez par quoi? Par quel métier exactement? Par le métier de la logistique. Parce qu'après mon marketing et communication, marketing et de sport à MBESG Paris, je fais un master 2 en logistique et transport dans une école suisse. Et pendant longtemps, je travaillais dans le domaine de la logistique et transport. C'est une passion, parce que mon papa aussi était dans la logistique et transport. Et ça fait 11 ans que je suis dans ce domaine-là, dans la logistique et transport, dans la grande distribution. Avant de devenir chef d'équipe logistique à Paris, il y a forcément un chemin. Donc, on aimerait bien savoir comment c'est passé, comment c'est déroulé exactement. Ok, après mes études, ça n'a pas été facile, hein, parce que lorsque j'obtiens mon marketing du sport, je postule, mais je n'arrive pas à avoir les opportunités d'emploi. Donc, j'enlève sport, je laisse marketing, communication. Je passe les entretiens, mais ce n'est pas facilement aisé. Ce n'est pas aisé parce que voilà, le marketing, c'est un domaine qui est très fermé. Je décide donc de faire un master en ligne, un master en logistique et transport. Par la suite, c'est un domaine qui est très ouvert. En logistique et transport, vous avez pratiquement près de 250 métiers. Si vous savez bien chercher, vous avez un bon CV, vous savez bien vous vendre, je crois que vous trouvez facilement et aisément le travail. L'opportunité que j'ai pu avoir de trouver rapidement le travail à Caterpillar, c'était la première entreprise que j'ai travaillé, c'était parce que j'étais bilingue. C'est un plus, c'est un avantage. C'est un avantage pour moi, j'étais bilingue. Parce que, étant donné que vous étiez dans un pays, vous n'êtes pas chez vous, entre guillemets, généralement, on parle beaucoup de racisme, de discrimination. Je ne sais pas si ça a été compliqué à ce niveau-là, ou vous êtes facilement accepté parce qu'il y avait déjà la compétence. Il y avait la compétence, mais il y a aussi le côté racisme. Après, il faut ignorer ce côté-là. Parce qu'en soi, même au Cameroun, il y a le côté tribal qui va exister. Donc, la couleur de peau ne doit pas être un frein pour votre évolution. Au contraire, ça doit être quelque chose qui doit être une force. Vous devez vous vivre dans le pays des gens et vous devez redoubler d'ardeur et travailler 2 fois plus que eux pour pouvoir être plus vu et mieux connu dans. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de la logistique? Vous avez dit tout à l'heure que le papa déjà était dans ce domaine. Est-ce que c'est une source d'inspiration ou après, à force, en grandissant, vous vous êtes dit pourquoi pas me lancer? Donc, qu'est-ce qui vous attire exactement? C'est quelque chose de passionnant depuis l'enfance. Comme je vous ai dit, mon papa est à l'intérieur. Même quand j'avais mon bac génie civil, j'étais toujours en train d'aller donner, après mes stages, j'étais toujours en train d'aller aider mon papa dans son entreprise. Parce qu'il avait une entreprise de transit. Et c'est une passion de longue date. Il arrivait souvent tout petit, même que j'allais au bureau, je vois mon papa travailler, et je me disais toujours, je vais faire dans la logistique et transport, et je vais être chef d'entreprise comme mon papa. Voilà. Est-ce que le fait que c'était votre papa était déjà dans le domaine, ça a été un avantage pour vous? C'était plus facile pour vous d'être dans le domaine? Ou bien, voilà, vous avez volé votre propre zèle, on peut dire ça comme ça? J'ai volé mes propres ailes. J'ai volé mes propres ailes. Du moment que, en tant que chef d'entreprise, je n'exerce pas dans le même domaine que mon père, puisque je suis dans un centre de formation professionnelle. Mais de mon métier propre, la logistique et le transport, c'est quelque chose qui est passionnant parce que j'ai vu mon père faire. Donc, mon père ne m'a aidé en rien. Quand j'ai commencé à me lancer, même dans les affaires, mon père n'hésitait plus, il disait plus. Mais qu'à cela ne tienne, la logistique et le transport, le voir faire, ça a été toujours une grande motivation pour moi. En quoi consiste donc concrètement votre rôle de chef d'équipe logistique au quotidien? Faire les briefs, organiser les briefs. Parce que j'ai une équipe de 17 personnes que je gère. Pour préparer le brief, en logistique et transport, vous travaillez en shift. Vous avez soit le shift du matin, le shift de l'après-midi ou le shift de la nuit.
j'ai d'abord rejoint le chiffre du matin. C'était très pénible de se lever très tôt le matin pour pouvoir aller au travail. Je devais me lever à 4 heures pour commencer à 6 heures parce que j'avais 2 heures de chemin à faire. Et c'était tellement pénible que j'ai demandé à rejoindre, c'était de 6 heures à 15 heures. Non, de 7 heures à 15 heures. Tellement pénible que j'ai demandé à rejoindre le chiffre de l'après-midi qui est de 15 à 23 heures. Donc, mon travail le matin, c'est de préparer le brief, de faire des échanges avec l'équipe de la veille ou de l'équipe, le chiffre qui me précède pour pouvoir prendre, savoir comment ça s'est passé, ce qu'il y a lieu de faire et tout. Faire un rapport rapide à envoyer au chef, à la direction. Après le brief, maintenant, il faut être avec les équipes, leur donner leurs tâches, leur dire exactement où ils seront dans les différentes salles où ils vont être affrétés. Et maintenant, les suivre au quotidien parce qu'on est plus opérationnel que dans les bureaux. C'est vrai, on est dans nos bureaux, mais on est plus sur le terrain. Donc, il faut se rassurer que les gars sont en train de travailler, les assister dans les aspects techniques. Si jamais leur matériel ou leurs outils ont des problèmes, il faut intervenir, leur montrer leur évolution en termes de progression logistique. Parce que vous avez des machines, des appareils qui sont avec vous, vous devez contrôler les évolutions des gars, si la préparation de commande se passe comme il faut, s'ils respectent les consignes de sécurité, d'hygiène même aussi, parce que c'est l'agroalimentaire. Après, faire des rapports. Quand l'activité est très intense, il faut faire des rapports chaque 1 heure. Quand c'est pas très intense, c'est 3 fois par jour. Et quand vous avez terminé le shift, voilà, vous devez encore faire un rapport et faire une réunion avec le superviseur pour pouvoir leur dire exactement si les objectifs du jour ont été atteints ou pas. Et si c'est pas atteint, vous faites des propositions pour qu'il ne puisse plus se passer ce retard-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas le genre de chef qui reste dans les ordres, s'assoit, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, vous êtes tellement assis à ne rien faire. Parce qu'il y a des parents comme ça, dès qu'ils arrivent, si tu as le rôle de superviser un peu tout le monde, ils ne font plus rien, ils sortent, ils partent même, ils ne travaillent pas. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aide, peut-être une assistante directement, qui rend compte lorsque vous êtes occupé, vous gérez tout seul? Non, je ne gère pas tout seul parce que en tant que chef d'équipe logistique, nous sommes, dans mon chiffre, nous sommes 3 chefs d'équipe logistique. En entreprise, nous sommes 15 chefs d'équipe logistique pour 300 employés. Voilà. Donc, à moi, j'avais 17 personnes qui sont dans mon équipe que je devais piloter. J'ai pas d'assistante, puisqu'un chef d'équipe logistique, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus opérationnel. C'est vrai, on a des bureaux pour aller faire des rapports et tout, mais on est à 80-90% sur le terrain, avec les gars. Parce qu'il faut suivre effectivement que les gars sont en train de faire leur travail. Sinon, voilà, ça ne se passe pas comme vous voulez. Quelles sont les principales compétences nécessaires pour gérer une équipe efficacement? Donc, vous avez votre méthode à vous, mais quelles sont les méthodes, on va dire, standards? Les méthodes standards pour gérer une équipe, déjà, il faut être rigoureux et souple. La plupart des entretiens, il y a certains entretiens où on m'a refusé parce que j'ai eu à dire je suis rigoureux. Quand on voit que vous êtes rigoureux, on se dit ah, lui, il va effrayer les gens, voilà, il va intimider les gens. Mais j'avais cette rigueur et cette souplesse. Ça veut dire, comme vous avez tantôt dit au début, il faut ne serait-ce qu'un peu, souvent de temps en temps, détendre l'atmosphère, voilà, être proche des gars. Donc ça, c'est un premier aspect qu'il faut avoir, la rigueur et la souplesse. Deuxième, maintenant, il faut maîtriser l'outil informatique. Vous avez beaucoup de logiciels que vous devez utiliser. Nous, on a 8 logiciels qu'on doit maîtriser. On avait une formation très rigoureuse de pratiquement plus d'1 mois qu'on nous faisait sur les logiciels. Donc, il faut maîtriser cet aspect informatique. Autre aspect aussi, c'est que il faut maîtriser tout ce qui va être de A à Z de la chaîne logistique. Voilà. Quand vous ne maîtrisez pas ça, ça sera un peu difficile pour vous. Chacun peut faire n'importe quoi, vous ne savez même pas au courant, on ne sait pas comment ça se passe. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier? Comment est-ce que vous arrivez à surmonter tout ça? Dans le domaine de la logistique? Ouais. Et en tant que chef même, parce que c'est pas évident, quelles sont les difficultés? Parce que si vous êtes déjà amené à être tout le temps avec les gens, ça veut dire que vous devez parfois gérer les humeurs, comment ça se passe. Donc, les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Ouais, comme vous avez tantôt dit, c'est d'avoir l'humeur. Si vous ne savez pas gérer l'humeur des gens, c'est pas évident. Moi, avant d'être dans la grande distribution, j'ai fait une expérience dans le bâtiment, où on était appelé en tant que chef d'équipe logistique dans le bâtiment. C'est nous qui avons construit le plus grand gratte-ciel de Paris, 58 étages. Moi, j'étais chef d'équipe logistique au sous-sol, -5 à 0. À l'intérieur, on avait des prisonniers qu'on devait gérer, qu'on ne savait même pas, on n'était pas au courant. C'est nos directeurs qui savaient que celui-là, c'est un prisonnier qui sort de prison et tout. On avait des enfants venant des quartiers difficiles. Donc, vous avez des gens qui vont se comporter
leur moyen de faire, les mentalités, voilà, quand vous leur donnez les ordres, ils ne veulent pas écouter, ils vous voient peut-être plus petit ou plus grand que lui, il ne veut pas réagir. Vous devez savoir conseiller les choses. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire votre travail. Voilà. Un peu vous simplifier en ce game. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui est différencié dans la logistique en France? Parce que vous parlez beaucoup de la France. Qu'est-ce qui différencie la logistique en France et celle du Cameroun? L'automatisation. Tout est informatisé. Ici, tout est manuel. Ouais. Voilà. Donc, vous allez arriver, vous allez voir des entrepôts. Le plus petit entrepôt, tout est informatisé. Je l'ai dit tantôt, on a 8 logiciels dont on a maîtrisé. Je ne suis pas sûr que même l'un des petits entrepôts ici doit avoir même un seul logiciel. Donc, tout, quand vous allez, vous voyez, tout est encore manuel. Vous parlez tout à l'heure de comment est-ce que vous vous comportez avec les gens, comment vous gérez les humeurs. Donc, comment réussissez-vous à motiver votre équipe face à des contraintes, des délais ou des pressions? Parce que parfois, il y a le travail, qu'on doit vite livrer. Comment est-ce que vous arrivez à organiser, à faire passer le message bien et le travail se fait bien, malgré la pression? Malgré la pression, c'est déjà, quand on a une équipe, il faut être un chef qui est près de ses équipes. Il arrive souvent qu'on se retrouve avec une équipe qui n'est pas au complet. Il y a beaucoup d'absents. Souvent, ça avait un impact au niveau de nos, ça a même souvent un impact au niveau prime. Parce que notre entreprise joue de ce côté-là à pouvoir être des leaders qui motivent les équipes à être toujours présents. Donc, en fin de mois, quand vous avez des équipes qui ne sont pas présentes, vous avez vos primes qui sautent. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est d'être d'abord très proche des équipes. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un groupe que j'ai créé avec mes gars. Je leur disais toujours, je leur faisais savoir, moi, je suis là pour vous. Je suis prêt à mouiller le maillot pour vous. Il faudrait aussi que vous mouillez le maillot pour moi. Donc, au moindre besoin, n'hésitez pas toujours de vous rapprocher vers moi pour pouvoir vous apporter tous les conseils, toute l'aide qu'il faudra. Quitte à ce que j'aille même voir le directeur général, parce que je n'ai pas un accès direct au directeur général, mais je suis prêt à le faire pour mes équipes et chercher toujours à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est ça qui est un peu plus motivant quand les gars savent que vous êtes avec eux, que vous ne les lâchez pas, qu'ils peuvent compter sur vous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Être proche des gens, être sociable, être gentil. En tout cas, prenons ces petites respirations et puis on vous revient. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Niagara? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Deux ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que... Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Campus TV dans le cadre de votre émission Interview exclusive. Et ce soir, nous recevons un chef d'équipe qui allie à la fois l'utile et l'agréable. On va parler dans tout autre point. Vous êtes également un professionnel dans la grande distribution agroalimentaire. Donc, pourquoi vous êtes lancé dans ce secteur? Pourquoi je me lance? C'est pas un choix personnel, hein. Moi, je suis ouvert à tout domaine de la logistique. J'ai déjà eu des expériences dans le transport, où j'ai fait dans le transport ferroviaire, j'ai fait dans le transport routier, j'emmène dans le transport maritime et aérien, j'espère bien le faire aussi. Mais l'agroalimentaire, c'est pas un choix personnel, c'est juste que j'ai eu cette opportunité de postuler dans des entreprises qui de par mon expérience, ma compétence et tout, m'ont donné ma chance dans la grande distribution. Vous savez que finalement, c'est la compétence qui prime. Généralement, c'est dans les relations, si vous n'avez pas l'argent et tout, mais lorsque vous avez la compétence, ça finit par vous prendre dans un secteur où vous ne vous attendiez pas. À quoi ressemble une journée type dans ce domaine à Paris? Bon, une journée typique, comme j'ai tantôt dit, c'est en tant que chef d'équipe logistique ou dans la logistique alimentaire? Dans l'agroalimentaire. C'est un peu difficile. Hein. L'agroalimentaire, ce que nous on fait, c'est beaucoup plus, on travaille dans le froid et le chaud. C'est mélangé, c'est pas évident. On a des salles où c'est des salles du frais. C'est complètement frais à l'intérieur, c'est 2 degrés. Quand vous nous voyez, on a tous des gros besoins sur nous. On a des salles telles que les fruits et légumes. Là-bas, c'est pratiquement près de 10 degrés. Et après, on a une salle qui est l'épicerie.
et vous êtes là-bas pratiquement à 20 degrés. Voilà. Donc, vous devez, en tant que chef, vous devez aller chaque fois dans cette salle-là pour veiller à voir comment les gars sont en train de travailler. Donc, vous quittez du froid, vous entrez dans le chaud, vous quittez du chaud, vous entrez dans le froid. Si vous n'êtes pas assez bien couvert, ben, je vous rappelle que vous risquez de tomber malade. Voilà. Donc, ce qu'on a, c'est être toujours près des gars. C'est d'abord orienté avec des briefs, faire des rapports, être proche des équipes pour pouvoir savoir comment les gars sont en train d'évoluer, les accompagner dans les évolutions et si possible, répondre à tous les aspects techniques qui peuvent intervenir. On va dire que c'est un métier à risque pour la santé. Lorsque on vous entend parler et vous avez cette facilité, vous adapter à la température. Ça veut dire que même au Cameroun, si vous restez saison sèche, transition saison sèche, saison pluvieuse, vous n'avez pas de problème. Je peux faire plus de fois. Donc, je peux faire plus de repas à la fois ici. Ouais. Ici, c'est tellement chaud et tout. J'ai pas ce problème de transition là, de climat, mais je peux faire le froid. Voilà. Alors, comment gérez-vous les produits périssables et les stocks? Vous avez parlé des légumes et tout. Comment ça se passe exactement? Parce qu'il y a des produits, parfois, on se rend compte que on va juste jeter ça pas dans l'eau. Donc, c'est difficile, hein. Moi, la première fois que j'intègre la grande distribution, devant moi, on a jeté pratiquement près de 2 tonnes de nourriture. Et ça m'a tellement fait mal au cœur que j'ai dit, je pourrais plus être là à côté, il fallait que je parte parce que ça, voilà. Bon, nous, on regarde beaucoup plus la DRC. On regarde si il manque quelques jours. On peut mettre ça en anti-gaspi. Anti-gaspi, maintenant, c'est ce qu'on offre aux clients en promotion. Là, il faut que ce soit un intervalle de maximum 3 jours à 5 jours pour que le client puisse encore consommer. Donc, on mettra ça en anti-gaspi. Par contre, quand les dates sont déjà très, très proches ou dépassées, il faudrait qu'on les jette. Et comme je vous dis, jeter, après, ça fait vraiment mal au cœur de jeter autant de nourriture. Parce qu'il y en a qui... On fait un déo, on ne sait pas, la nourriture, vraiment, on dirait que la nourriture est chère, il y en a qui n'ont pas à manger, et voir la nourriture qui passe dans l'eau, c'est pas évident. Alors, en parlant justement de clientèle, quelle est la place du client dans vos décisions au quotidien? La place du client, c'est d'apporter une très grande satisfaction au client. Parce que nous, spécialement dans notre entreprise, nous, on joue beaucoup avec la qualité. Nous sommes une enseigne qui, comparée aux autres grandes multinationales, nous, on est une toute petite enseigne. C'est vrai qu'on est une filiale d'un grand groupe, mais la qualité, c'est un point sur lequel notre entreprise ne rigole pas du tout avec ce côté-là. Donc, on essaie au préalable que nos équipes respectent toutes les conditions d'hygiène et de qualité lorsqu'ils font la préparation de commandes pour la livraison auprès du client. Parce que c'est tout ce qu'on consomme finalement. S'il y a peut-être une mauvaise manœuvre, c'est la santé des populations qui sont en jeu. Et enfin, vous êtes promoteur d'un centre de formation professionnelle. Comment est né le projet Centre Kailan? Parlez-nous de Kailan. Ok. Quand je suis arrivé au Cameroun, il y a de cela 5 ans, je n'avais pas un projet d'ouvrir Kailan. Le fait d'observer la société, j'ai vu qu'il y avait un très gros manquement. Donc, Kailan, maintenant, je crée Kailan en voulant répondre au niveau des formations entreprises. J'ai formé des très grands groupes ici, mais quand je commence, c'était dans toute une petite salle avec quelques tables et nous, on a commencé à former dans les hôtels. Certaines entreprises nous ont fait confiance. On les a formés, on les a convaincus de par la qualité de la formation et des experts qui étaient là et des thèmes de formation aussi qui étaient très attrayants. Et c'est de là que je discute avec un des anciens DG d'une grosse structure. Et je lui dis ma vision, la perspective de ce que j'ai envie de faire pour le Cameroun, qui me conseille pourquoi pas d'ouvrir un centre de formation professionnelle. Donc, en premier lieu, ce n'avait pas été un centre de formation professionnelle, c'était plutôt un cabinet de conseil et formation aux entreprises. Par la suite, on a aussi ouvert un cabinet de placement du personnel. Et là, maintenant, nous sommes plus reconnus comme centre de formation. Former de nombreux jeunes qui aujourd'hui se débrouillent. Alors, quel est l'objectif principal vraiment de ce centre? Parce que vous quittez, comme vous dites là maintenant, vous êtes un centre. Quel est l'objectif? C'est quoi le but? C'est de pouvoir répondre aux besoins de la qualité de la formation auprès des apprenants, auprès de la population des jeunes, parce qu'il y a un besoin criant auprès de la population. Bon nombre de jeunes, et je pense aussi pas seulement les jeunes, même les parents ne savent pas ce que c'est que la formation professionnelle. Un pays ne se développe pas avec des formations théoriques, il se développe par une formation professionnelle. Moi, ce que j'aimerais même faire, c'est de faire, pourquoi pas, des vidéos dans des médias en ligne comme les vôtres ou pourquoi pas
pour montrer l'importance de la formation professionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont venus vers moi, de la manière dont je les ai conseillés, même des jeunes, et qui ont beaucoup aimé et sont orientés dans la formation professionnelle. C'est quelque chose qui permettra de pouvoir développer plus au Cameroun. Parce qu'à l'extérieur, c'est ça qu'on met plus en avant par rapport aux formations théoriques. Voilà. Justement, lorsque vous parlez de formation, il faut avouer qu'il y a beaucoup de centres de formation au pays, au Cameroun. Donc, quelle est votre particularité? Votre centre se distingue avec quoi exactement? Notre particularité, c'est déjà d'offrir des formations de qualité aux apprenants. C'est d'avoir des professionnels qui sont en place pour pouvoir apporter leur savoir-faire aux jeunes qui en ont besoin. C'est de répondre aussi en termes d'orientation pédagogique auprès des jeunes, parce que comme je l'ai dit tantôt, la plupart des jeunes, quand ils terminent, ils ont leurs études, leur diplôme. C'est OK, je vais continuer dans la partie théorique, sans savoir que avec le contexte camerounais aujourd'hui qui est un peu difficile pour pouvoir trouver le travail, il vaut mieux savoir ou connaître un métier ou apprendre un métier. Donc, c'est notre particularité aussi, c'est d'avoir un cadre qui est assez spacieux pour accueillir ces personnes. Et je mets aussi un accent au niveau de l'accueil. L'accueil qui est aussi quelque chose de très primordial. Et on a aussi une particularité qui, quand vous avez des jeunes, lorsqu'on nous lance nos recrutements, on se rend compte que si vous avez 10 jeunes qui postulent, vous n'avez même pas 3 ou 2 qui maîtrisent les logiciels tels que le logiciel Excel ou qui maîtrisent la langue anglaise, qui est un grand atout déjà. Donc nous, on insiste dessus, c'est ça qu'on apporte pour vous, on met en avant comme étant un très grand avantage pour nous. Et on a aussi cette particularité de promettre des stages et de toujours donner le stage. Ça, c'est au moins une grande Donc, il y a un suivi après la formation. Il y a un suivi après la formation. Quel impact espérez-vous avoir sur la jeunesse camerounaise à travers ce centre? À travers ce centre, c'est de former des jeunes qui apprennent un métier. Parce que beaucoup ne connaissent pas exactement ce qu'ils vont pouvoir faire quand ils ont fini avec leurs études ou quand ils veulent continuer leurs études. C'est déjà d'avoir des gens qui apprennent un métier, ont un savoir-faire dans ce qu'ils désirent apprendre, et par la suite, qui parviennent à réussir dans leur domaine qu'ils auront choisi. En tout cas, parlons de toute autre chose. Hein. Vous avez l'air d'être très pragmatique, discipliné. Lorsque vous travaillez, vous êtes très carré. Mais comment est-ce que vous faites, comment vous arrivez à vous détendre après une longue journée de travail? Quelles sont les activités que vous faites? Vous décompressez, pensez à autre chose? Parce que c'est vrai, il y a le travail, mais après, vous vous détendez comment? C'est difficile, hein. Dans les normes, il faudrait que je trouve le temps pour me détendre. Mais pour le moment, je ne me détends pas encore. Moi, je pense que ceux qui se détendent déjà, ce sont ceux qui sont à un certain niveau d'avancée ou de réussite. J'essaie de faire du sport. C'est pas évident, mais j'essaie. Et surtout la marche à pied. Et je marche sur des longs kilomètres. J'évite d'avoir un véhicule pour le moment parce que je veux passer mon temps plus à marcher qu'à autre chose. Parce que vous savez, soit vous avez un véhicule et vous vous abonnez dans une salle de sport pour pouvoir mieux vous détendre et être en bonne santé, soit vous passez plus de temps à marcher que vous avez de la santé. Vous savez, dernièrement, à Paris, j'ai eu un malaise et je suis arrivé, il y a l'ambulance qui est venue me prendre. Quand l'ambulance vient me prendre, on me prend les paramètres, c'est les ambulanciers qui me demandent, monsieur, vous avez un très bon état de santé et tout. Est-ce que vous faites du sport? Je lui ai dit non, moi j'ai arrêté le sport depuis 5 ans. À l'hôpital, quand on m'amène à l'hôpital, on me dit, mais votre rythme cardiaque, votre santé et tout, on voit, tout se passe très bien. Moi, je lui ai dit, j'ai arrêté le sport depuis 5 ans, mais j'ai ce côté-là. Donc, me détendre un peu, c'est beaucoup plus la marche à pied, d'y aller avec des amis, prendre un verre et tout ça, je fais pas trop ça. C'est avec l'alcool. D'accord. En dehors des activités que vous faites, hein, qu'est-ce qui vous passionne d'autre? Donc, peut-être plus lecture, loisirs, pas forcément détente, d'aller dans les bars et tout. Mais je ne sais pas si vous êtes passionné par exemple par la musique, le football, je ne sais pas trop. J'étais un très grand passionné du football. Du moment que j'ai eu à Singapour, j'étais même deuxième, j'étais 2 fois meilleur buteur dans l'équipe. Ah, vous avez joué même? J'ai joué au foot. Vous 2 fois meilleur buteur. Hein. Ouais, j'ai essayé. J'étais 2 fois meilleur buteur du championnat universitaire. J'ai joué en D4 même là-bas. Mais après, j'ai arrêté. Donc, moi, la lecture, c'est aussi une bonne chose. Mais je n'aime pas lire les livres où il n'y a pas trop d'images à l'intérieur. J'aime bien lire tout ce qui a images et tout, voilà, qui sont un peu animés. Je ne suis pas trop passionné par les livres entrepreneuriales ou motivation et tout, mais je pense qu'il faudrait que je m'y mette. Mais sinon, je lis.
Je lis quand même. En tout cas, revenons un peu sur cet aspect. Vous avez parlé du football, vous êtes très passionné. Pourquoi avez-vous arrêté? Pourquoi n'avoir pas continué dans ce domaine? Parce qu'il y en a qui réussissent, hein. Donc, pourquoi avoir laissé tomber cette affaire? Parce que quand je partais à Singapour ou en Malaisie, je ne partais pas pour jouer au foot. Je partais pour les études. Et je suis parti pour un but bien précis. Et j'ai atteint mon but. Donc, les études, le foot, c'était juste une deuxième activité, une passion. Ça va plaisir. Et vous étiez meilleur, vous étiez très bon. Oui. Bon, en partant, la petite histoire, c'est quoi? En partant à Singapour, j'avais prévu à un moment que s'il y avait une bourse qu'on offrait dans les études, je vais le prendre. S'il y avait une bourse qu'on offrait dans le sport, je vais le prendre. Sorti 2 fois meilleur buteur, j'ai jamais eu de bourse, parce que, comme vous avez parlé tantôt de côté racisme, il y avait du racisme, mais bon. Nous, les Africains, nous refusait d'avoir cette opportunité-là. En études, j'étais aussi, pour ne pas dire major, mais je suis pas sorti major, mais c'est moi qui ai beaucoup assisté les majors dans l'élaboration de leur travail et tout ça. La major de cette année-là, quand j'étais sorti, je vais jamais oublier son nom, c'est une Zimbabwéenne, elle s'appelait Eunice Zekoni. C'est une fille qui travaille beaucoup avec moi dans mon groupe. Elle faisait ce qu'on appelle accounting, comptabilité. Moi, je faisais en ce moment marketing et communication. Mais c'est moi qui l'assistais beaucoup jusqu'à ce qu'elle sorte major de tout le campus universitaire, Oxford Books University. En parlant justement de femmes, on voit un monsieur comme ça, tête pleine, travailleur, passionné par beaucoup de choses. On aimerait bien savoir s'il est marié, s'il est en couple, célibataire. Est-ce que c'est encore un cœur à prendre? Est-ce que les femmes peuvent se disputer pour arracher ce monsieur? Marié, père de 3 enfants. Ah! Voilà, je suis marié, père de 3 enfants. C'est un cœur à prendre. Donc, désolé pour ceux qui avaient déjà mis le don. Pour sortir, alors un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans le monde professionnel. Ici, au Cameroun? Ouais, que ce soit. Commençons déjà par le Cameroun, d'ailleurs peut-être même à l'international. Ok. Parce que la situation du pays est assez différente, on va dire ça comme ça. Moi, je dirais aux jeunes que c'est vrai qu'il faut faire des formations théoriques, avoir des diplômes, mais la formation professionnelle est un très, très grand atout. À vrai dire, des jeunes qui décrochent devront être orientés au niveau de la formation professionnelle. Des jeunes qui ont leur bac devront être orientés à la formation professionnelle. Moi, je conseillerais pas simplement aux jeunes, mais aux parents. Dès qu'un jeune a son bac, il faudrait ne serait-ce que l'apprendre, le permettre de pouvoir apprendre un métier. Le métier, c'est pas forcément devenir un chaudronnier ou quoi que ce soit. Même ne serait-ce que le simple outil Excel est déjà un grand atout. Parce que si vous avez 10 jeunes ou 100 jeunes aujourd'hui, vous n'avez même pas 2 ou 3 qui, comme j'ai dit tantôt, sur 10, qui maîtrisent l'outil informatique. Lorsqu'on a un recrutement, vous avez plein de personnes qui viennent devant vous et quand vous leur demandez quels sont leurs atouts, ils ne peuvent même pas vous expliquer. Alors que s'ils mettaient en avant cet outil informatique, ça serait quelque chose qui serait un très grand atout pour eux. Donc, un pays se développe par la formation professionnelle. Les jeunes devront mieux s'orienter au niveau de la formation professionnelle, apprendre un métier, maîtriser quelque chose, avant de penser soit à trouver un travail, soit à auto-entreprendre. Et pour quelqu'un qui décide d'aller à l'étranger, qui est assez frustré, n'a pas cette confiance en lui, vous avez plutôt bien réussi de votre côté, mais pour quelqu'un qui doute encore, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais il faut toujours apprendre un métier. La formation professionnelle est importante. Vous avez des personnes aujourd'hui qui réussissent dans leur vie à l'étranger juste en ayant appris un métier, que ce soit la coiffure, que ce soit la maçonnerie et tout. On n'avait pas venir là-bas. C'est vrai que des gens qui arrivent même avec des plus petits diplômes, peut-être un BPC ou quoi que ce soit, peuvent faire des formations en aide-soignante ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours une formation professionnelle qu'ils seront amenés à faire. Donc, apprendre déjà quelque chose avant de pouvoir s'orienter ou de s'exiler dans un autre pays. C'est important qu'on soit ici ou à l'étranger. La formation professionnelle, c'est quelque chose qui répond, qui accompagne ou qui aide la société, soit à réduire ce taux de chômage qui est criant dans notre pays. Mais c'est aussi quelque chose qui pourra nourrir ou aider la personne qui s'oriente de ce côté-là. Voilà. Voltaire a dit un jour, je cite, le travail est loin de nous, 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Je crois que notre invité du jour l'a très bien confirmé. Merci à vous, Monsieur Eri, d'avoir honoré notre rendez-vous. C'était un très bon moment de partage. Merci, Gabriel. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs. Restez connectés quand on revient très vite avec de nouvelles découvertes.